Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur le money et le risk management. Donc l'idée, c'est d'apprendre à passer des trades, ou plutôt des séries de trades. Vous allez voir que ça va être relativement intéressant surtout pour ceux qui veulent améliorer, on va dire, leur trading, ou tout simplement qui font de l'investissement pour l'instant et veulent se lancer dans le trading. Donc cette vidéo sera intemporelle, il n'y aura pas d'analyse de BTC journalière comme on fait d'habitude sur la chaîne dans cette vidéo. On en fera une plus tard dans la journée, mais ça me paraissait important ici de faire ce tutoriel, notamment pour le Discord. J'en profite pour vous dire que si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Tous les jours, vous avez une quotidienne sur le BTC avec divers indices et signaux fondamentaux, techniques ou également sur l'order flow et le sentiment. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description de cette vidéo. Donc le money et le risk management. Vous comprendrez ici que je suis un petit peu obligé de parler d'investissement, donc je vais en parler un petit peu dans une première partie, mais on va vraiment survoler le sujet, on va surtout se concentrer aujourd'hui sur le trading. Donc le risk management, déjà la première règle consiste à n'investir que ce que l'on peut perdre. Ça on en a déjà dû vous le dire beaucoup de fois. Je suis pas votre papa, mais bien évidemment parce que vous avez fait l'hypothèse que le Bitcoin allait monter, ne vendez pas pour autant votre maison, votre deuxième rein et tout ce qu'il en reste. C'est un petit peu l'idée de cette règle-là. Donc ça veut dire que vous allez devoir définir une allocation de votre épargne en crypto. Ça veut dire également que quand le pourcentage de crypto, admettons que le BTC est monté, si le pourcentage de crypto prend trop de part dans votre épargne, vous allez devoir tendre vers ce pourcentage quand même, c'est-à-dire prendre des profits et passer pour le coup en monétaire normal ou alors simplement essayer d'avoir quand même une répartition logique, c'est-à-dire si vraiment vous avez fait énormément de profits sur BTC, bien entendu que je vous conseille d'acheter un appartement à côté parce que ça vous permettra de diversifier votre portefeuille. Donc ne pas être 100% crypto pour moi est déjà avoir une première notion de risk management, la diversification du portefeuille dont une partie est en crypto. Personnellement, j'essaye de tendre vers quelque chose comme entre 10 et 20% de mon épargne en crypto en permanence. Ça me permet également de savoir quand il est temps de prendre profit sur éventuellement des phases très haussières, bien entendu. Ensuite, vous avez là-dedans, bien évidemment, aussi l'allocation crypto cash. C'est ça que je veux dire aussi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien garder 20% de votre épargne totale, si pour vous c'est un maximum en crypto, et quand même avoir à côté des stablecoins. Et pour le coup, je considère pas que les stablecoins sont des cryptos. Donc, re-rentrer potentiellement entre votre allocation cash et votre allocation crypto. Bien entendu, vous avez ce curseur-là aussi qui vous permet de faire votre risk management de votre exposition sur le marché. Ensuite, je voulais vous parler de cette règle des 90, c'est que 90% des nouveaux entrants, des nouveaux traders, vont perdre 90% de leur portefeuille en 90 jours. Alors c'est une règle qui est plutôt, c'est pas vraiment une règle si vous voulez, c'est plutôt une constatation, mais c'est effectivement le cas. Ici, la loi des 80-20 aussi, c'est-à-dire que sur les acteurs sur le marché, et principalement sur les marchés financiers, mais également sur pas mal d'autres marchés, on le voit aussi par exemple pour les créateurs d'entreprises, ce genre de choses, vous avez toujours 80% des gens qui sortent à break-even, donc au point mort, ou qui perdent, et 20% des gens qui sont gagnants. Donc ça, c'est aussi une règle à avoir, à tenir en compte. Donc si vous ne... l'intérêt ici, c'est de se former, avoir des règles simples pour pouvoir au maximum faire partie des 20% qui gagnent. Les erreurs communes, on les voit en investissement et en trading, c'est principalement ne pas avoir tout simplement de risk management, c'est-à-dire faire des all-in sur des assets, déjà risquer tout son capital sur un trade, et également les erreurs communes, bien entendu, c'est d'investir sur des choses qui sont verticales, alors que nous, on va plutôt chercher des choses qui sont horizontales ou descendantes sur support. Voilà, c'est l'idée. Ensuite, vous aurez la répartition entre votre portefeuille d'investissement et votre portefeuille de trading. Moi, personnellement, je pratique 70-30, c'est-à-dire que 30% de mon portefeuille total est mon portefeuille de trading. Et quand j'arrive à un pourcentage trop important, 35, 40%, etc., j'alloue une partie de mon portefeuille de trading à l'investissement. C'est-à-dire que je
TP sur des trades, je sors un petit peu de valeur de mes trades pour la balancer sur mon investissement et avoir toujours en permanence à peu près cette règle des 70-30. Il faut que vous trouviez votre pourcentage et qu'il corresponde bien entendu à votre psychologie à vous. Ceci n'est pas une règle intrinsèque, n'appliquez pas ce pourcentage simplement parce que je vous l'ai dit. Ici on va parler aussi des importances, et là on est toujours dans l'introduction, les importances d'avoir des règles et d'avoir une routine. Moi personnellement je m'oblige toujours à regarder toujours le fondamental, le technique et le sentiment, quel que soit le trade que je fais. J'ai toujours personnellement bien entendu un suivi sur Bitcoin qui est quand même le leader de la crypto et qui donc du coup pour moi est un leading indicateur très important. Donc c'est pour ça que j'ai en permanence une lecture tous les jours de ce que va faire Bitcoin, et c'est pour ça que je vous fais le point météo aussi, et que principalement il est très souvent alloué à Bitcoin. Je parle assez peu d'Ethereum, je parle assez peu de choses comme ça parce que tout simplement la chaîne s'appelle Crypto Signal, donc l'idée c'est tout simplement aussi de vous donner des signaux. Et ici, pour terminer cette conclusion, on dira que spéculer vient du terme regarder, spectateur. Donc spéculer, même s'il a pris une connotation péjorative après, veut tout simplement dire avoir une bonne lecture. Moi je le vois comme ça, avoir une bonne lecture de ce qu'il se passe. On va faire un point très rapide sur le portefeuille d'investissement, mais je pense qu'on y allouera une vidéo entière pour vraiment développer ce point-là. La logique du DCA, vous la connaissez, c'est le dollar cost averaging, c'est-à-dire que quand un asset descend, on investit en dollar cost averaging sur la descente. Quand il monte, on fait la même chose de manière à lisser le prix. La stratégie chat, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais globalement, ça consiste à vendre la moitié de ses gains. Dès qu'un coin a doublé, vous en vendez la moitié de manière à sortir votre investissement initial. Ici, ça fait partie d'une autre rubrique. Mais moi personnellement je regarde toujours mes PNL en BTC et non en dollars, c'est-à-dire que si je dois regarder mes profit and loss, c'est la valeur de mon portefeuille, en général je le fais en BTC, je le fais très rarement en dollars parce que je trouve que ça donne un biais soit baissier soit haussier qui n'est pas forcément intéressant. Moi principalement ce qui m'intéresse ici c'est de surperformer le Bitcoin de par mes investissements sur les altcoins ou inversement, donc c'est ma performance par rapport au Bitcoin qui m'intéresse. Bien entendu, de temps en temps, soit je me fais un petit plaisir, soit je verse une petite larme en allant regarder mes PNL en dollars. C'est pas la question, mais globalement, au jour le jour, je les regarde toujours en BTC et c'est une règle qui m'aide beaucoup. Et puis ensuite, vous avez votre répartition de wallet. Qu'est-ce que vous laissez sur les échanges? Et vous voyez que j'ai souligné le S de échange en disant que vous devez toujours avoir plusieurs échanges. Et si vous avez trop de valeur sur un échange, c'est très important de passer sur un autre. Tout simplement parce que si cet échange se fait hacker, du coup, votre portefeuille est suffisamment diversifié en matière d'intervenants pour pouvoir être relativement protégé. Admettons que vous avez 5 échanges, vous allez mettre 5 fois 20% sur les valeurs et vous essayez là aussi de réallouer les portefeuilles, de ne pas avoir trop de valeur sur un échange. Par exemple, si vous avez un coin qui a très bien marché sur un échange, il est important à un moment donné, si vous sortez des profits, d'aller les mettre sur un autre exchange. Et cold wallet, alors moi personnellement, là pour le coup je pratique aussi les 70-30, ça m'arrive parfois quand je sais que je vais garder de toute façon des coins assez longtemps, à savoir pour moi principalement c'est quand même assez souvent Ethereum ou Bitcoin, que j'ai quasiment 50% sur un cold wallet, donc 50-50, ça dépend, ça c'est la logique d'investissement de chacun, et c'est pareil, c'est quelque chose avec lequel vous devez être à l'aise. Et là je vous donne l'importance de posséder ses propres clés BTC, on l'a vu en Russie par exemple, où les avoirs ont été gelés, on l'a vu sur des pays où tout d'un coup la régulation change, on l'a vu par rapport au hacking, il est très important que vous possédiez vos propres clés, donc dès que vous le pouvez, si jamais par exemple vous pouvez stacker un coin sur une application tierce, ou que vous pouvez utiliser des MetaMask ou des Ledger, ou que vous avez la possibilité de passer en cold wallet ou tout simplement même sur des applications qui s'appellent non-custodial, c'est-à-dire où ce sont vos propres clés. Et bien du coup, faites-le. Par exemple, je sais pas, je crois que c'est l'application Maillard par exemple pour eGold, etc. Il y a pas mal de coins qui proposent leur propre wallet de manière à soit échanger, soit voilà. Donc on a passé sur l'investissement, vous l'avez vu très rapidement. L'idée ici, c'est pas vraiment. En fait, pour moi, l'investissement est une sorte de trading à long terme. Et la différence que je fais entre l'investissement et le trading, en tout cas moi je le conçois comme ça. Je vous donne là ma méthode, ma façon de faire. C'est tout simplement que sur le trading, je mets un stop loss. Sur l'investissement,
simplement, je ne mets jamais de stop loss. Donc je vais très peu pratiquer du DCA par exemple sur du trading. Je peux le faire, je peux renforcer une position ou pas, mais pour moi, il y a toujours, quand je trade, il y a toujours un stop loss, quelle que soit la time frame que je trade. C'est-à-dire vous allez avoir des trades qui vont se passer en 15 minutes, vous allez avoir des trades qui vont se passer en daily. De toute façon, à chaque fois que je fais un trade, j'ai un niveau de stop loss, même si, comment dire, il est très bas, c'est pas la question, il doit toujours y avoir un stop loss sur un trade. Et là, je vais vous dire de ne jamais jouer trade sur trade. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je veux dire que du coup, au niveau de la psychologie, c'est très important de jouer des séries de trades. Pourquoi c'est très important ? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir une régularité et une consistance. Et c'est ça qui va faire de vous un trader gagnant, à la différence de ne pas le faire. Pour ça, je vais prendre l'exemple de Mark Douglas, qui est assez connu, qui est un psychologue, on va dire, des marchés, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle de la psychologie des traders, etc. Et Mark Douglas nous dit tout simplement, vous allez jeter en l'air une pièce, vous allez le faire 1000 fois de suite, vous allez voir que, globalement, vous allez tomber sur 50-50 en termes de probabilité. Vous allez répéter cette opération encore une fois 1000 fois de suite, vous allez encore tomber sur un ratio de 49,9, 50,1, mais en gros, globalement, vous aurez une sorte de constance en permanence que ce coin flip, parce que vous avez un échantillon qui est suffisamment grand, vous avez jeté la pièce 1000 fois de suite, cet échantillon est suffisamment grand, et du coup, vous allez avoir cette consistance des 50%. En revanche, vous allez donner une pièce à quelqu'un et vous allez dire, allez-y, jette-la en l'air, et je vais te dire si c'est pile ou face. Vous avez bien moins de chances, d'avoir raison. Et l'idée ici, c'est tout simplement d'affronter ses peurs et d'affronter sa manière d'appréhender le trading. Et là, je vais du coup assez rapidement sauter sur les peurs dans le trading. Et c'était plutôt un point de conclusion pour moi, mais je pense que c'est important d'en parler maintenant. Vous avez 3 types de peurs dans le trading. Vous avez la peur d'abord, vous avez en premier la peur d'avoir tort. Et ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, c'est une peur qu'il faut affronter, c'est-à-dire que vous avez fait une analyse, le marché va dans l'autre sens, il se trompe, votre analyse n'est pas valide, et donc du coup, tout simplement, vous devez affronter cette peur d'avoir tort. Vous avez ensuite un deuxième niveau de peur qui est bien entendu la peur de perdre de l'argent, et puis vous avez un troisième niveau de peur qui est la peur de manquer une opportunité, la FOMO. C'est les 3 types de peurs que vous pouvez avoir sur les marchés. Et ici, en fait, le fait de jouer une série de trades, ça va être comme un entraînement pour vous, c'est-à-dire que vous allez trader, et ainsi de suite. Vous allez évaluer votre performance sur, je dirais, à minima 20 trades. Vous pouvez le faire sur 100 trades si vous voulez, mais je pense que 20 trades, c'est déjà un échantillon représentatif. Et là, vous allez analyser votre performance. L'idée étant plutôt d'analyser une performance sur quelque chose, d'analyser votre régularité et votre consistance, plus que tout simplement un seul trade. Sinon, vous allez risquer de mettre sur un trade beaucoup trop justement investir beaucoup trop d'émotions. Et l'idée de passer 20 trades avant de regarder où vous en êtes, ici, pour moi, est vraiment très très importante. Donc ne jamais jouer trade sur trade, pour moi, c'est la base angulaire de ce tutoriel. Ensuite, on a l'importance du risk management, bien évidemment. Vous comprenez que, et là du coup je vais basculer sur la charte, vous comprenez que si jamais, par exemple, admettons qu'ici vous êtes en short, voilà. Vous avez vu ici une épaule tête-épaule, on va le prendre comme ça, rayon... Voilà, ici, vous avez vu une épaule tête-épaule, vous avez vu la cassure, donc l'épaule tête-épaule, on va la dessiner, elle est là, hop, vous avez ici l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite, vous avez identifié une cassure ici, et donc du coup, vous vous êtes dit, la target, qu'est-ce que c'est ? Alors, certains traders vont prendre une target totale, c'est-à-dire de la tête à... l'épaule, à la ligne de coup, pardon, donc c'est-à-dire que vous aurez une target qui sera ici à $20 000. Hop, on va mettre un rayon ici, voilà. Tac. Et les traders, on va dire les plus conservateurs, les plus probablement un niveau de profit qui sera plus bas, c'est-à-dire la distance entre la tête et l'épaule droite. Ici, du coup, vous devez définir ce que vous allez mettre en montant sur ce trade, hein, bien évidemment.
Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en montant? Ici, c'est votre point d'entrée. Ici, c'est votre stop loss, donc votre ordre de vente automatique. Et vous devez définir un endroit où le prendre. Généralement, on dit que pour une épaule tête-épaule, si on repasse une des deux épaules, c'est déjà plus ou moins une invalidation de la figure. Après cassure, si on remonte au-dessus d'une épaule, c'est une invalidation de la figure. Donc à l'instant T, vous pourriez décider, en fonction de votre analyse technique, de mettre votre stop loss exactement ici. Vous voyez que là, c'est l'épaule droite qui est là. Et ensuite, au niveau de votre prise de profit, on va utiliser la target la plus conservatrice, c'est-à-dire celle-ci, qui est du coup, vous l'avez vu, de la tête à l'épaule gauche là. Vous voyez que j'ai pris la target qui avait le plus de chances de se produire, à savoir ici, selon les probabilités, environ 70%. Là, vous allez devoir vous demander la taille de votre position, globalement, c'est ça l'idée. Quelle taille de position vous allez pouvoir allouer pour ce trade. Personnellement, je conseille de commencer le trading avec une règle des 1% et au maximum 2% de votre capital total de trading entre votre point d'entrée et votre stop loss, d'accord? C'est ça qui va définir la taille de votre position dans l'ensemble, au maximum, ok? Donc vous comprenez ici que je pourrais potentiellement mettre la totalité de mon capital de trading si jamais sur l'asset, cette variation-là représente 1%. J'espère être clair là dans mon propos, mais en gros, vous pouvez très bien investir la totalité de votre capital de trading sur un trade, c'est pas forcément la question. La question, elle tient au risk management qui consiste à dire entre mon point d'entrée et mon stop loss, je n'aurai qu'un maximum de 1 voire 2%. Ici, si vous jouez 1%, vous comprenez que vous aurez un fusil où vous pourrez tirer 100 cartouches, vous aurez 100 trades à tirer. Ici, si vous jouez 2%, vous aurez 50 trades à tirer. Ensuite, en fonction de ce que donne votre première série de 20 trades, vous allez analyser votre performance. C'est-à-dire combien de trades gagnants sur combien de trades perdants. En l'occurrence, personnellement, je pense que rechercher au début un ratio de 50% est plus ou moins une bonne target. C'est déjà un très bon ratio, 50%. À partir du moment où vous recherchez ce ratio de 50%, vous comprenez que si vous jouez des trades à 1 pour 1, c'est-à-dire que ici je risque 1% pour gagner 1%, je risque du 1 pour 1, ça s'appelle le risk reward, c'est-à-dire qu'est-ce que je prends comme risque sur qu'est-ce que j'ai comme récompense, d'accord? C'est ça qui va importer en fait sur votre win rate pour aller à break-even, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que tout simplement, admettons que ici, vous voyez qu'ici on a un ratio de 2,64, avec un ratio, imaginons qu'on mette un ratio plus haut, imaginons qu'on ait une target où on est plutôt sur un ratio de 2, comme ça, avec un ratio de 2, et à chaque fois que je risquerai 1% ici, je pourrais perdre en fait 2 fois sur 3, et je resterai au point mort. Vous comprenez ici l'idée. À chaque fois que je risque 1, je peux gagner 2, je ne joue que des ratios de 2, donc tout simplement mon win rate doit être de 33%. Pour être à break-even, pour être au point mort. Donc 33% ici de win rate. Ça, c'est votre W. Ok? Donc ça, c'est le W. Votre ratio, c'est 2. Ok? Donc vous avez R égale 2 et 0,33 égale W. Ok? Ici, vous allez essayer d'avoir sur des séries de 20 trades un win rate de 50% à minima. Donc vous allez être profitable, on va dire 17% du temps. Bien entendu, le delta de gain que vous faites va être sur 17% du temps. Donc vous allez avoir ici ce ratio de 50% avec, en ne jouant au début, c'est ce que je conseille au début, que des ratios de 2 pour 1. Donc on va revenir ici sur notre tuto. Tout simplement, c'est ça le risk management, c'est-à-dire chercher une régularité et une consistance, ne jouer que des séries de 20 trades, avoir un journal et en permanence faire des statistiques sur sa performance, voilà, à quel win rate je suis et est-ce que je peux augmenter ou pas mon ratio, tout simplement. Est-ce que je peux diminuer mon ratio plutôt, c'est-à-dire quand j'ai un bon win rate, vous comprenez que ici je peux jouer plus de trades parce que tout simplement ça veut dire que mon système d'analyse technique fonctionne bien. Et ici on va faire un point sur comment rentrer dans un trade et comment analyser tout simplement l'entrée dans un trade. Pour moi ici je vous ai parlé d'une épaule tête-épaule et je vous ai parlé donc d'une analyse technique. Elle est
principalement technique. Là, mon analyse, elle est de dire, je vois une figure chartiste, elle a une target, vous voyez, tout a été tout technique tout le long. Moi, personnellement, j'ajoute 2 choses. J'ajoute d'abord ici à mon point d'entrée, je veux connaître parfaitement le fondamental. Donc là, on est sur Bitcoin. J'irai voir parfaitement toute la notion fondamentale sur Bitcoin. Et je connaîtrai également parfaitement le sentiment sur le marché. Le sentiment sur le marché, on peut le voir dans le carnet d'ordre. On peut le voir dans est-ce que c'est longué, shorté en levier, etc. J'ai un petit peu du mal à écrire avec la souris, excusez-moi. Donc du coup, est-ce qu'on est shorté ou longué en levier, comment ça se passe exactement sur le marché et qu'est-ce que je peux voir comme sentiment. Est-ce que le sentiment est plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Vous avez des outils pour ça, bien entendu, vous avez le Scalpex Index qui vous donne le Fear and Greed. Vous avez par exemple Coinalyze qui vous donne les marchés en levier et les points de liquidation à prendre. Vous avez par exemple iBlock qui vous donne là ici principalement voilà tous les points de marché. Vous avez ici, donc on est toujours sur le sentiment, vous avez Kingfisher qui vous donne aussi les prix de liquidation. C'est ça que moi j'appelle le sentiment et principalement c'est l'order flow, c'est-à-dire l'analyse ici du carnet d'ordre, où sont placés les ordres de vente et où sont passés les ordres d'achat. Ok, là par exemple on voit qu'il y a plus d'ordres d'achat autour du prix là où on est, on a pas mal d'ordres d'achat alors qu'on a assez peu d'ordres de vente. En comparaison on a plutôt des gens qui veulent acheter. Donc ça c'est des choses qui moi au niveau du sentiment m'intéressent. Sur le fondamental, vous allez regarder le point macro global, c'est-à-dire Wall Street Journal, enfin voilà, vous faites un point macro comme n'importe quel trader le ferait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les journaux? Ah bah tiens, la Fed va augmenter ses taux, etc. Et donc vous faites un point macro et vous faites un point également sur l'asset. Là pour le coup, moi j'utilise Bitcoin.com et Coindesk pour faire un point voilà, de fondamental sur l'asset directement que je veux utiliser. Vous pourrez aller voir si vous êtes sur une altcoin, l'analyse le Twitter, par exemple, pour le sentiment, justement. Vous pourrez aller voir Lunar Crush, qui est un bon site pour définir le sentiment. Vous pourrez aller voir Google Trend. Est-ce que l'altcoin, elle est très recherchée ou pas? Mais ça, il faut avoir une routine et le faire pour chaque trade, pour chacun des trades. Vous ne pouvez pas juste regarder le technique d'une altcoin et rentrer en trade dessus. Moi, je trouve qu'à chaque fois, il faut aller voir les dernières news, qu'est-ce qui se passe exactement, et aller voir également le sentiment. Sur Coinalyze, vous allez pouvoir trouver également beaucoup d'altcoins. Là, je vous mets pour l'exemple, OMG. Voilà, OMG, vous avez ici, vous voyez, est-ce que c'est longué, est-ce que c'est shorté, etc. Pour chacun de mes trades, j'analyse tout ça. Ici, donc, c'est là que je vous expliquais le ratio du risk-reward et le pourcentage de pertes acceptées. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et finalement, la taille de la position est peu importante, c'est-à-dire que c'est ce que je vous expliquais aussi. Vous pouvez très bien avoir une position, vous pouvez avoir 100% de votre capital de trading sur un trade. À partir du moment où vous respectez cette règle des 1 ou 2% de la totalité du capital qui est en jeu sur ce trade, et bien tout simplement vous êtes dans les clous. Ok ? On passe maintenant comment se déroule une série de 20 trades, puisque là je vous parle de ne pas jouer trade par trade, mais jouer des séries de 20 trades, et je vous parle de les documenter et de garder une référence statistique. Donc je dois aborder là l'importance de tenir un journal. L'importance de tenir un journal, elle n'est pas uniquement statistique, c'est-à-dire est-ce que oui j'ai gagné ce trade ou non je ne l'ai pas gagné. C'est plutôt tout simplement à chaque fois, sans que ça soit non plus rébarbatif, parce qu'il faut vraiment s'y tenir, dire également un élément subjectif sur ce trade. Si par exemple vous avez raté le trade, vous allez pouvoir dire aussi, vous allez mettre une petite ligne de commentaire avec tout simplement, ce jour-là, j'étais pas bien dans mon assiette, j'avais pas bien dormi, c'était dimanche. Quelle est votre lecture pour vous-même, c'est-à-dire comment vous identifiez cet échec. La deuxième chose aussi et que je conseille, c'est si jamais vous pensez que vous devez blâmer le marché, c'est-à-dire que votre analyse technique, si vous avez perdu, n'a pas fonctionné et que c'est à cause du marché, mettre la raison pour laquelle vous allez vous estimez que le marché ne vous a pas donné raison. D'accord, s'il y a une raison fondamentale qui n'était pas prévue, la mettre, ce jour-là, il y a eu une guerre, il y a eu ceci, il y a eu quelque chose qui a fait que mon trade n'a pas tenu. Et ici, je vais insister sur les 3 niveaux possibles de trading. Les 3 niveaux, j'entends, ce sont des niveaux, pas de difficulté, mais ce sont des niveaux que vous allez, par lesquels vous allez passer. D'abord, vous avez un trading mécanique, et ça c'est très important de l'acquérir et de très bien l'avoir, et c'est pour ça que je vous parle de cette routine permanente avant de rentrer sur un trade, de toujours avoir des points de validation, etc. Ici, j'en ai pas parlé, mais moi personnellement, je valide toujours aussi une localisation. Est-ce que ma localisation est bonne? Est-ce que je suis sur un support par exemple?
Est-ce que je suis en zone de rechargement? Est-ce que la localisation est bonne pour un long ou pour un short, hein, c'est pas du tout le fond ici est le même. Est-ce que j'ai une structure? Est-ce que j'ai quelque chose au niveau de l'action de prix qui me dit que oui? Parce que comment se fait le prix? Le prix est tout simplement, on va passer ici sur une autre charte. Alors celle-là est un peu dégueulasse. Voilà, on va prendre ça. Bon, y a des vagues dessus. Mais on va prendre celle-ci, voilà. Ici, tout simplement, le prix n'est rien d'autre que un déséquilibre de la conviction entre l'offre et la demande. Vous comprenez ici qu'on a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et puis là, ici, quand on arrive ici sur ce point-là, donc l'ATH, il n'y a plus un seul mec au monde qui a été d'accord pour acheter un Bitcoin. Vous comprenez ici le concept. C'est-à-dire que ici, alors qu'il y avait peut-être des indicateurs techniques qui ici disaient que ça allait monter, hein, c'est pas la question, il y avait des structures, il y avait des W, etc. La localisation est dégueulasse, mais c'est pas grave. Et bien ici, il n'y a plus personne dans le monde qui voulait acheter un Bitcoin à... donc là, l'ATH, il est à 69 000 tout pile, je crois. Hop, 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 hop. Oui, c'est ça, oui, je crois, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 69 000 tout pile. Il y a personne qui voulait du BTH à 69 000,1 $. Donc ça, il faut bien le comprendre aussi. Et donc du coup, la structure, localisation, structure et momentum, toujours faire une analyse de momentum, c'est-à-dire, bien entendu, soit le RSI, soit MACD, soit d'autres indicateurs. Vous avez aussi des indicateurs qui sont plus pratiques, on va dire, pour les débutants, qui sont un petit peu plus, parlants. Par exemple, le parabolique SAR, qui vous donne ici les points d'achat, les points de vente, etc. Alors il lag un petit peu, vous avez le système Ishimoku par exemple, pour ceux qui sont très conservateurs et pour qui ça pose pas trop de problème d'être un petit peu en retard, mais d'avoir des points de confirmation plus importants. Voilà, donc en gros vous allez ici, quand vous pratiquez un point d'entrée, toujours mettre de côté au niveau de l'analyse technique ces 3 points-là, et également ajouter à ça l'analyse fondamentale et l'analyse du sentiment. Pour moi, c'est ça qui fait que votre win rate va augmenter petit à petit, parce que vous allez devenir de mieux en mieux, vous allez devenir meilleur là-dedans. Et donc du coup, c'est ça que j'appelle le trading mécanique, c'est-à-dire c'est la routine. C'est quoi donc du coup mon ratio? C'est 2, très bien. C'est quoi mon risk-reward? C'est quoi mon win rate actuel? Bon, je suis autour de 50%, ok, très bien, donc je vais risquer tant de ma position dessus. Ensuite, au niveau supérieur, vous avez le trading rationnel, c'est tout simplement des personnes qui ont une intuition en plus, quelque chose en plus, c'est-à-dire que c'est pas uniquement mécanique, ils travaillent aussi légèrement avec des choses de raison, ils travaillent plus avec le fondage justement, petit à petit en fait ils s'accrochent de moins en moins à l'analyse technique et ils travaillent plus autour de choses qui sont plutôt de l'ordre du feeling, voilà. Le trading rationnel par exemple en ce moment, ça serait, vous voyez que le prix est aux fraises en ce moment sur Bitcoin, mais ça serait faire confiance par exemple à l'on-chain et se dire ah bah tiens, je vois que on-chain sur Glassnode les baleines accumulent, etc. On est sur un point de holding qui est bien au-delà de ce qu'il est, donc ça c'est vraiment vous ajoutez ici un petit peu plus de feeling dans l'histoire. Et à la fin, vous avez le niveau des traders ultimes, c'est-à-dire les traders intuitifs. Ils n'ont pas forcément nécessairement besoin de voir des figures chartistes, calculer des targets, etc. Ça va être vraiment des gens qui vont tout simplement, qui ont tellement l'habitude de faire du trade, qu'ils vont avoir des très très bons win rates, mais tout simplement juste à l'intuition. Parce que c'est la somme des expériences répétées. L'intuition, enfin l'intelligence, c'est quelque part une forme de somme de l'expérience que vous avez acquise jusque-là. Donc je vous ai parlé de l'importance du win rate, et là je ferai un point là-dessus en vous disant que sur un an, les chances de perdre 5 trades à la suite, si vous faites 100 trades sur une année, les chances de perdre 5 trades à la suite sont de 80%. Et c'est pour ça aussi que je vous dis de travailler plutôt sur des séries d'une vingtaine de trades. C'est tout simplement parce que vous allez évaluer votre performance sur 20 trades et non pas sur un trade. Donc vous n'allez pas pouvoir ici dire ah bah tiens le marché est contre moi 5 fois de suite. Imaginez que vous commencez par ça. Imaginez vous lancez donc du coup vous lancez avec ce fameux cette règle. Allez, admettons que vous la faites à 2%. Donc vous faites 5 trades perdants, vous perdez 5 fois 2% de votre capital de trading, vous avez perdu 10% de votre capital de trading en faisant 5 trades perdants à la suite. Vous allez vous dire ah ben je suis nul en fait. Et là, l'idée, tout simplement, c'est que, oui, ça arrive des séries de 5, 6, 8 trades à la suite que vous perdez, elles arrivent fréquemment.
Ici, on va faire aussi, bien entendu, une règle qui tombe un peu sous le sens, mais qui est relativement méconnue, on va dire, enfin qui est relativement très peu pratiquée par les débutants. C'est tout simplement, la plupart des débutants vont prendre profit très tôt. Par exemple, je sais pas, je suis rentré en trade ici, j'ai identifié qu'il y avait beaucoup de shorters, donc on allait faire un short squeeze par exemple ici. Un débutant par exemple va tout de suite couper ses gains assez rapidement. En revanche, si par exemple ici il était rentré, admettons, en longue et que ça descend, et ben là il va avoir du mal à accepter ses pertes. Et c'est normal, ça vient à cette idée de peur dont je vous parlais, la peur d'avoir tort. Ici on valide le fait qu'on a eu raison très rapidement, et ici on a peur d'avoir tort, donc on accumule les pertes sans couper court. Et ça c'est bien entendu encore pire quand vous n'avez pas de stop loss. Et ici, sur les marchés, comment on appelle ça? On appelle ça tout simplement manger comme un oiseau ici et chier comme un éléphant. C'est comme ça qu'on identifie ce concept-là, c'est-à-dire vous prenez que des petits profits et ça vous les validez, vous ne laissez pas courir vos pertes et par contre vous ne laissez pas courir vos gains et par contre vous laissez courir vos pertes. Et ça c'est également une erreur commune sur les marchés, c'est-à-dire que finalement vous identifiez le marché comme vous donnant tort ou raison, et là ça vient vraiment à la principale peur qui peut être dans le trading, qui est la peur d'avoir tort avant celle d'avoir trop perdu. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons que vous n'avez pas de stop loss ou vous l'avez mis très bas et là, vous mangez une rétamée. Ici, il y a un moment donné où vous allez couper votre position. Et quand est-ce que vous allez couper votre position? Tout simplement quand ici, la somme des énergies négatives qui ont été celles de la peur d'avoir tort a été dépassée par celle de perdre trop d'argent. Et celle-là est plus importante, elle a grossi, vous avez perdu plus d'argent, et elle est devenue plus importante que la peur d'avoir tort, et c'est à ce moment-là que vous acceptez de couper vos pertes. Ça, c'est un mécanisme qu'il faut absolument tuer dans l'œuf, et tout simplement, comment vous tuez ce mécanisme-là? Par des stop-loss mécaniques et très serrés. Et vous regardez votre stop-loss se faire prendre, et à la limite, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez en rigoler, parce que parfois, votre stop-loss se fait prendre à peine, le marché repart, donc vous étiez en long par exemple, le marché repart tout de suite, votre stop-loss se fait à peine prendre, et parfois ça devient risible. Voilà, parfois aussi, il peut arriver que vous ayez des stops trop serrés. Donc vous allez voir dans votre série de 20 trades, vous allez dire à la fin des 20 trades, mon stop était trop serré, j'avais raison, mais mon stop était trop serré, sur 5 trades sur 20, admettons. Ça veut dire qu'il y a un souci. Vous allez identifier ce problème, vous allez le corriger et vous allez augmenter votre win rate grâce à ça, d'accord ? Ici, on va faire une introduction au système de Kelly, et désolé, ça sera une vidéo longue, mais il y a beaucoup de choses à parler. Le système de Kelly, c'est quoi? C'est votre win rate, c'est une formule qui définit qui est fonction de votre win rate et de votre ratio risque-récompense. Et ici, par exemple, avec la formule que je vous donne, ça va donner 0,25, donc un quart de Kelly. Ici, vous voyez que quand on est sur un quart de Kelly, on est encore dans le très conservateur. Mais c'est très bien. Pour commencer, ce que vous voulez, en fait, c'est absolument éviter d'être à 2 Kelly au moment de commencer. Vous allez petit à petit augmenter cette formule. Vous allez noter cette formule-là. Et petit à petit, vous allez l'augmenter, que ça soit en augmentant votre win rate, tout simplement, soit en faisant descendre votre ratio de risk-reward. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez passer de 2 à 1,5 par exemple. Vous allez commencer à tenter des trades de 1,5 et vous allez voir si votre ratio est toujours aussi bon. Là, vous serez monté en fait en nombre de trades gagnants, bien évidemment. Vous serez monté parce que vous allez tenter plus de trades, puisque 1,5, il y a plus d'opportunités qui se présentent. Et petit à petit, l'idée, c'est d'aller jusqu'au demi-Kelly et jusqu'au Kelly. Kelly était quelqu'un qui a fait une expérience sur les parieurs, une expérience sociale. Il a donné, je crois, $25 à des tas de gens dans la même salle et ils avaient un bouton pour appuyer et miser une certaine somme. Il pouvait faire 300 paris à la suite et il en a déduit cette formule qui représente un petit peu la manière optimale de prendre un pari. D'accord ? On fait très vite là-dessus, il y aurait plus à dire que ça, mais... Donc, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui concerne le risk management et le money management. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ici, on va faire la conclusion. Je vous ai déjà parlé des 3 peurs en trading, et ça, c'est très important ici de le comprendre. C'est très important aussi de comprendre que l'analyse technique, et du coup, c'est plutôt cette phrase-là, là, ici, à laquelle je vais répondre. L'analyse technique ne répond pas à tout, et c'est pour ça que vous devez avoir une consistance dans votre manière d'être discipliné.
Donc du coup ici on a tous, et là je rebondis sur la peur de manquer une opportunité ou la peur d'avoir tort, on a tous l'exemple d'un trade dans lequel on n'est jamais rentré, alors que le plan était bon, le plan stratégique était bon, tout était prévu, et finalement on n'est pas rentré dedans, et le plan s'est déroulé exactement comme prévu, donc on voit le trade qu'on n'a pas pris se dérouler exactement comme on l'avait pensé, et à l'inverse on a aussi tous sauté à pieds joints au début dans un trade pour lequel on n'avait pas de plan. Donc ça tient à la FOMO, et ça tient à la peur d'avoir tort. La peur de perdre de l'argent, elle intervient après. Et aussi, je mettrai ici une mention toute particulière au fait que c'est vraiment difficile d'accepter de perdre 50% du temps. Je mets 50% là parce que c'est un exemple, je vous donne un ratio potentiel pour vous qui est bien à atteindre de l'ordre de 50%. Néanmoins, vous allez voir que, bien entendu, après vous allez atteindre des ratios potentiellement de 60, 65, 70, c'est un excellent ratio. Ça veut dire que votre système fonctionne, c'est-à-dire que votre routine est très bonne, que les indicateurs que vous utilisez sont très bons, mais vous allez de temps en temps vous prendre des branlées à 5 trades de suite où vous ne serez pas gagnant. Mais ça, il faut accepter de le perdre, et même si vous êtes à un ratio de 70, accepter de perdre une fois sur 3, c'est quelque chose qui demande du travail psychologique en permanence. Donc il faut quand même avoir des nerfs en acier pour accepter de perdre 50% du temps. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire cette méthode de succession de trades successifs, des séries de 20 trades, faute de quoi avant ça, vous n'évaluez pas votre performance, vous ne regardez même pas. Tenir le journal, ensuite faire sa statistique, voir si son ratio augmente ou pas, et voir si en fonction de ça, on peut lâcher un petit peu la bride sur le ratio risk-reward. Ou alors tout simplement augmenter également le nombre de trades, c'est-à-dire que si vous pratiquez 100 trades par an, donc ça fait 2 trades par semaine par exemple, si votre win rate augmente, vous allez pouvoir vous dire que toujours en gardant le même système et la même routine, si elle fonctionne, si vous continuez à avoir ce win rate de 50% environ, eh bien vous allez pouvoir tenter plus de trades, 3 trades par semaine, 4 trades par semaine, etc. Ensuite, je vous dirais aussi de ne pas blâmer le marché. Le marché, c'est ce qu'il est, et c'est ce que je vous disais là tout à l'heure quand je vous disais ici, il n'y avait pas un mec qui voulait un bitcoin à 69 001 $. Vous n'avez pas le numéro de téléphone de tous les mecs au monde qui peuvent savoir ça. Vous avez parfois des faux signaux techniques qui de toute façon ne fonctionneront pas. C'est ce que je vous expliquais quand je vous parlais des limites de l'analyse technique. Et là, c'est pas la peine de blâmer le marché. Peut-être que là, il y a un mec qui d'un coup s'est dit je vais lourder mes 10 000 BTC parce que j'en ai marre, je sors à ce moment-là, alors que potentiellement peut-être qu'il y avait quelqu'un qui demandait un BTC ici à 69 001 $, mais là il était parti manger, il prenait un sandwich, et donc du coup en attendant on a ce deuxième mec qui est venu lourder 10 000 bitcoins et qui du coup a fait dumper le marché, admettons. Vous voyez ce que je veux dire ici, c'est-à-dire que ici ce qu'il est important de faire, c'est faire sa propre autocritique, ne pas ex-juger, non ça se dit ça, ne pas s'exproprier de ses propres erreurs, voilà c'est ça que je veux dire, ne pas tout simplement avoir à blâmer quelqu'un, alors que finalement l'idée ici, et c'est là que j'aime beaucoup Ray Dalio, moi qui est vraiment quelqu'un un trader qui est absolument fantastique en termes d'autocritique et en termes il a révolutionné de par son fonds d'investissement la manière de voir les marchés avec des brainstorming, avec des scoring au niveau des gens qui discutent dans les brainstorming, avec vraiment c'est une manière complètement dingue d'organiser une société, d'organiser sa compagnie. Et Ray Dalio qui nous dit, et je terminerai là-dessus, il est très fréquent que les gens gênent leur ego, laissent leur ego gêner leur apprentissage. Et c'est vraiment ça l'idée, vraiment, et c'est une citation que j'aime beaucoup, parce que tout simplement, c'est tellement vrai, c'est-à-dire que parfois, les gens ont peur de ne pas être suffisamment bons, peur de ne pas faire les bonnes choses, etc. Et du coup, ils préfèrent blâmer un autre ou blâmer le marché, plutôt que tout simplement faire leur autocritique, revenir sur une auto-analyse de pourquoi les choses ne se sont pas bien passées, et ensuite en sortir quelque chose de bon. L'idée ici, c'est de sortir de ces échecs quelque chose de productif et de bénéfique. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu, et puis on se voit un peu plus tard dans l'après-midi pour un point météo sur le BTC. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à, bien entendu, vous abonner, activer la cloche des notifications, et puis laisser un petit commentaire, un petit like, etc. J'espère que ce tuto sera vu par pas mal de gens et qu'il va vous plaire. À très bientôt, rejoignez-nous aussi également sur le Discord. À bientôt.